Ok, elle, c'est Sabrina Carpenter, une des chanteuses américaines les plus en vogue du moment. Short and Sweet, son album sorti l'année dernière, est déjà 2 fois platine aux États-Unis, platine en France, récompensé par un Grammy, et c'est notamment cet album qui lui permet d'être actuellement en tournée dans le monde entier. Et cette tournée fait pas mal parler, pour plusieurs raisons, dont les vidéos que je viens de vous montrer. Ces vidéos capturent un moment précis du concert, appelé par les fans la position de Juno. Durant le morceau éponyme, la chanteuse mime une position sexuelle sur scène, différentes chaque soir. Ça provoque forcément des réactions, positives, mais aussi négatives. Certains commentaires jugeant notamment le show trop sexuel ou trop sexualisé. Mais c'est loin d'être la seule à être au cœur de ce genre de critique. Dans un autre registre, et même si on va le voir, les deux situations ne sont pas si comparables, Taiki, l'un des chanteurs français les plus écoutés, essuie le même genre de remarques pour ses concerts. Avec tout ça, il y a un débat qui revient régulièrement. Est-ce qu'il y a trop de sexe dans la musique? Et aussi, est-ce qu'il y en a plus maintenant que avant? Dans cette vidéo, on va explorer le lien entre sexe et musique. On va essayer de répondre à la question est-ce qu'il y a plus de sexe aujourd'hui qu'avant? Et on va se demander si tout ça a des conséquences concrètes. Mais juste avant ça, 2 petits disclaimers. Cette vidéo n'est pas une vidéo critique. Aucune vidéo sur ma chaîne n'est une vidéo critique. Et c'est pas non plus une vidéo en mode gna gna gna, il y a plus de sexe, c'est pas bien. Non, c'est juste une vidéo de vulgarisation où je vais essayer d'apporter le plus de faits possibles et de choses avérées. Et ensuite, je sais que c'est un sujet un petit peu délicat, mais je compte sur vous pour rester respectueux et respectueuse en commentaire, même sur les potentiels points de désaccord. Je vous fais confiance, c'est parti. Le sexe a toujours été lié à la musique, et la musique a toujours été liée au sexe. Fin de la vidéo. Au-delà de la blague, à une période, on a carrément pensé que la musique avait été inventée pour attirer des partenaires sexuels. C'est une hypothèse qui a notamment été beaucoup attribuée à Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution. La question, c'était pourquoi, depuis toujours, on passe des heures à chanter, à fabriquer et à jouer des instruments, alors que fondamentalement, ça ne sert à rien pour notre survie. Eh bien, l'une des théories qu'a brièvement avancé Darwin dans La descendance de l'homme, c'est que la musique est utilisée à la base à des fins de séduction et pour avoir plus de chances de se reproduire. Alors, nuançons, déjà certains ont un peu extrapolé son propos, alors que Darwin, il était assez nuancé. Et surtout, il n'a pas vraiment beaucoup écrit sur le sujet de la musique. Aujourd'hui, les études modernes se posent encore la même question effleurée par Darwin, sur le rôle et l'utilité initiale de la musique dans la société humaine. Ce n'est pas encore très clair. Elle aurait eu un rôle dans la cohésion sociale, dans la manière de véhiculer ses sentiments, notamment envers les divinités, mais on n'exclut clairement pas le fait qu'elle servait aussi à la séduction et à la reproduction. Dans tous les cas, le plaisir charnel et le plaisir musical est lié depuis très longtemps. 2 petits exemples parmi tant d'autres. Dans la mythologie égyptienne, Hathor est à la fois la déesse de la musique, mais aussi celle de l'amour et de la maternité. Chez les Grecs, le sexe et la musique sont 2 choses non seulement très naturelles, mais aussi directement en lien avec les dieux, et elles occupent, on suppose, une fonction très similaire, celle de s'en rapprocher. En Occident, avant le Moyen-Âge, le triangle sexe, Dieu et musique occupe souvent une place fondamentale dans la société, sauf que il va y avoir l'arrivée du christianisme au Moyen-Âge. Et là, le sexe et la musique deviennent profanes. On culpabilise les hommes de trouver du plaisir dans la chair et l'Église diabolise le sexe et contrôle étroitement la musique, même si les 2 subsistent, notamment dans les carnavals, qui étaient à l'époque un bon moyen de lier les 2. C'est à partir de cette époque que le sujet du sexe, dans la musique mais aussi en général, devient tabou dans la société occidentale. Les normes morales évoluent et la sexualité est davantage régulée et réprimée par l'Église. Mais bon, ça n'empêche pas vraiment son évocation dans la musique. Par exemple, au XVIe siècle, Clément Jeannequin, un compositeur français et ironiquement aussi un prêtre, crée ça. C'est dur de faire plus explicite. Et puis, le siècle suivant, arrive Carmen, un opéra comique du compositeur français Georges Bizet. Vous connaissez probablement des extraits de Carmen, c'est l'un des opéras les plus connus au monde.
Bon, à l'époque, le fait que Bizet fasse de Carmen le personnage principal, un personnage principal féminin, pas du tout dans les normes sociales de l'époque, ça énerve. Dans le journal Le Siècle, un gros journal français de l'époque, un journaliste écrit « Il faudrait pour le bon ordre social la bâillonner et mettre un terme à ses coups de hanche effrénés ». Au 19e, c'est Offenbach qui se permet dans ses opéras des allusions sexuelles. Bon, tous ces exemples pour montrer que depuis la nuit des temps, la musique exprime explicitement ou implicitement des sentiments liés au sexe, jusqu'à créer des controverses tout au long de l'histoire. Mais il y a un siècle durant lequel les choses vont s'accélérer, c'est le XXe siècle. Et en fait, tout va changer. Les premières années du XXe siècle sont marquées par un contexte encore très puritain aux États-Unis, mais aussi en Europe. Les sociétés sont conservatrices, les femmes portent des robes longues et la sexualité est un sujet tabou qu'on ne traite jamais en public. Pourtant, dans les milieux afro-américains du sud des États-Unis, dans des quartiers populaires et souvent marginaux, on commence à voir émerger des musiques qui transgressent un peu ces interdits. C'est là que naissent le blues et bientôt le jazz. Alors, ces trois styles ont une importance sociale et une histoire extrêmement riche, qui mériterait 2 vidéos à part entière. Mais là, on va se concentrer uniquement sur une partie de leur rapport à la sexualité. Le jazz notamment s'y lie de plusieurs manières. Déjà, il explose non seulement dans les bars, mais aussi dans les maisons closes, mais surtout, ça devient très vite une musique du corps. Contrairement à la musique classique, par exemple, le jazz invite à danser, à se déhancher, et d'ailleurs, ça dérange l'Amérique, qui est encore 1. Extrêmement puritaine, et 2. Raciste. Bref, trêve de plaisanterie, Première Guerre mondiale. Officiellement, tout est un peu à l'arrêt durant cette période. Officieusement, pas tant que ça. Mais c'est après la Première Guerre mondiale que les effets de cette guerre vont se faire sentir sur les mœurs et sur la musique. Déjà, en 1919, l'Amérique rentre dans la prohibition, l'interdiction totale de l'alcool dans le pays. Sauf que quand on interdit un truc aux gens, la seule chose qu'ils ont envie de faire la plupart du temps, c'est de braver cet interdit. La prohibition, ça va faire exploser le nombre de bars clandestins et c'est là que le jazz prend réellement son envol. Et il se crée une sale réputation au passage. Un auteur de l'université de Princeton écrit à ce propos « Ce n'est même pas de la musique, c'est juste une stimulation des nerfs de l'oreille, une sorte de jeu sensuel qui éveille les passions physiques. » C'est pas de notre faute si ça éveille tes passions physiques, mon bon Henri. Bref, ce n'est que le début d'une toute nouvelle ère car on rentre dans les années folles, en Amérique, mais aussi en France. Et là, c'est un gros changement social déjà, puisque la place des femmes dans la société évolue. Dans les grandes villes, les femmes raccourcissent leurs robes, adoptent une coupe de cheveux plus courte, fument en public, sortent danser dans les clubs de jazz et surtout, les musiciennes et chanteuses peuvent se permettre de parler de sexualité dans leur musique. Parce qu'avant, c'était quand même très masculin. Et donc, elles ne vont pas s'en priver. Ma Rainey, une immense chanteuse de blues, évoquera par exemple clairement une relation lesbienne dans son titre Prove It On Me Blues en 1928. Un peu plus tard, en 1931, Bessie Smith, un très grand nom du blues également, sort I Need a Little Sugar in My Bowl, avec des paroles métaphoriques certes, mais qui laissent peu de place au doute. I need a little hot dog on my road. Bon, c'est déjà un deuxième grand changement, Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Comme la première, officiellement, il ne se passe pas grand-chose, officieusement un petit peu, mais après cette guerre, tout va changer de nouveau. C'est peut-être au sortir de la guerre que les mœurs vont le plus évoluer et surtout le plus rapidement. En gros, ça y est, on s'est tapé 2 guerres mondiales, on va essayer de vivre, peut-être, un petit peu, non ? Les conventions de séduction évoluent, on se drague plus directement, la sexualité perd plus ou moins de son tabou et le rock'n'roll explose, notamment avec Elvis Presley. Aujourd'hui, ça nous paraît anodin, mais le déhanché de Elvis, à l'époque, c'est jugé indécent. Et ça fait rêver, notamment la jante féminine. Du côté des femmes, des chanteuses accèdent aussi à ce statut de sex symbole, un des exemples ultimes étant Marilyn Monroe. Il y a une libération sexuelle globale qui est aussi permise par la perte de pouvoir des églises. Et tout ça, dans les années 60 et 70, ça va s'accélérer fort. Les rockers deviennent non seulement des rockstars, mais aussi des personnalités sexuelles. Jim Morrison, les Sex Pistols, mais aussi Jimi Hendrix. Là, c'est plus seulement des paroles, c'est carrément une attitude sur scène, mais aussi dans la vie privée. C'est pas
pas pour rien le sexe, drogue et rock'n'roll. En 1969, le festival Woodstock voit le jour et c'est un succès incroyable qui marque la révolution sexuelle. La musique et le sexe sont vus comme des revendications pour plus de liberté, c'est un symbole autant pour les hommes que pour les femmes. Si avant la Seconde Guerre mondiale il y avait une première avancée, les femmes restaient minoritaires déjà, et ensuite pas complètement libres de leurs propos, faut pas déconner quand même. Mais là, on entre dans la libération sexuelle, et c'est un changement profond dans la société. Les pratiques sexuelles changent, ce n'est plus vu comme un moyen de procréer, c'est vu comme une activité de plaisir. L'égalité des sexes est au cœur des débats et des revendications, et aussi, ça a joué un vrai rôle, la contraception se développe. Ça devient moins risqué d'avoir des relations, et forcément ça change la perception qu'en ont les gens. La sensibilité globale des populations en Occident change. Et tout ça, ça se ressent fortement dans la musique. Dans les années 70, c'est peut-être l'apogée de ça. Des artistes comme Prince cartonnent, les clubs sont des lieux de libération sexuelle, c'est le disco, le funk, c'est la fête. Mais une révolution approche. Une révolution qui nous rapproche doucement de ce qu'on vit aujourd'hui. On en a parlé plein de fois sur cette chaîne, cette révolution, c'est MTV et le clip musical. Ladies and gentlemen, rock and roll. Si avant, les artistes pouvaient parler de sexualité à travers les paroles, s'exprimer à travers leurs concerts, leur attitude, maintenant, ils ont à disposition un nouveau moyen d'expression, les clips. Il y a une chanteuse qui va choquer tout le monde à l'époque avec un clip, c'est Madonna avec Like a Virgin. C'est un single provocateur, c'est le moins qu'on puisse dire, et l'impact culturel de ce morceau est énorme. Madonna revendique clairement son image sexualisée et c'est un moyen pour elle de s'affirmer et aussi, au nom de toutes les femmes, d'affirmer une liberté sexuelle. 2 ans après, c'est Prince, avec Kiss, qui joue avec les codes androgynes avec des paroles explicitement sexuelles. Et en France, on n'est pas en reste, puisqu'on a littéralement Mylène Farmer qui sort Libertine. Les années 80, c'est aussi la mise en lumière que la sexualité n'est pas qu'hétérosexuelle. Et dès le début des clips, des vidéos représentent des relations homosexuelles. C'est aussi un moyen de faire ressortir les persécutions dont sont victimes les homosexuels, comme avec Small Town Boy. J'en profite pour vous préciser que sur cette vidéo, je m'attarde sur la sexualité hétérosexuelle, parce que c'était déjà un enfer à vulgariser, mais la même vidéo pourrait être faite sur les relations homosexuelles et sur leur représentation dans la musique. L'arrivée du clip vidéo, c'est un des points culminants du lien entre sexe et musique. À partir de ce moment, le clip devient un outil marketing, et y inclure du sexe d'une quelconque manière devient une façon de vendre. Ça permet d'attirer le public, de choquer, tout ça pour diverses raisons. Des raisons commerciales, mais aussi des raisons de revendication. Mais évidemment, tout ça s'accompagne de polémiques, notamment de la part des parents aux États-Unis, pères comme mères, qui considèrent ces évolutions comme dangereuses. Ça mène à de la censure, et globalement, en dehors de MTV, les radios, par exemple, restent assez frileuses à l'idée de diffuser des paroles trop sexuelles. Bon, on arrive tranquillement aux années 90, et là c'est le début de la fin de la fête. Vous voyez, c'est quand les gens y commencent un petit peu à partir. Dans les années 90, le hip-hop commence à prendre racine. C'est un style qui, à l'époque, est principalement masculin et qui va pas mal sexualiser les femmes dans les clips. Pas que ce soit pas le cas dans la pop, c'était déjà le cas dans la pop. Mais avec le rap, on passe un cap, quand même. Le corps féminin devient un symbole de réussite sociale. Encore une fois, pas que c'était pas le cas avant, mais le rap et le R&B vont quand même particulièrement tirer sur cette ficelle d'un point de vue clip. Ça va pas vraiment s'arrêter dans les années 2000, puisque le rap va petit à petit devenir un genre dominant. Mais maintenant, on en arrive presque au présent, les années 2010 et les années 2020. Et alors, la question initiale, c'est est-ce que ces années-là, il y a plus de sexe que de toutes les années qu'on vient de passer? Eh bien, la réponse, c'est oui et non. Jusqu'ici, j'ai fait une erreur. J'ai utilisé le mot sexe et sexualité pour englober plein de choses. Sauf que pour savoir si la présence de sexe a augmenté dans la musique, et particulièrement dans les clips, il faut être plus précis et différencier 3 choses. La sexualité, l'objectification sexuelle et l'expression sexuelle ambiguë. Je vais vous donner les définitions indiquées par l'étude sur laquelle je m'appuie.
La sexualité est définie comme les actes sexuels neutres, qui ne dégradent ni l'homme ni la femme et qui se fait dans un consentement mutuel. Ça inclut des baisers, un toucher intime et des rapports implicites. L'objectification sexuelle, c'est ici quand on considère un individu uniquement en tant que corps sexuel. C'est une notion qui n'inclut pas la mutualité, on fait d'un individu l'objet d'un désir strictement sexuel, notamment par des plans particuliers dans un clip. L'étude écrit « Une scène typique d'objectification sexuelle pourrait montrer une femme passant devant un groupe d'hommes qui regarde, s'accroche ou commente cette femme. » Et puis, il y a l'expression sexuelle ambiguë. Ça, c'est ce qui rentre pas dans les catégories d'avant. En gros, c'est les mouvements suggestifs, le twerk rentre dans cette catégorie, le pole dance avec intention sexuelle, une expression faciale subjective, bref, c'est ce qu'on ne peut pas considérer comme pas sexuel, mais qui rentre pas dans les cases d'avant. L'étude s'appuie donc sur 462 clips de 1995 à 2016, et elle conclut que durant ces années, la sexualité et l'objectivation sexuelle n'a pas changé. Par contre, cette fameuse catégorie d'expression sexuelle ambiguë, elle a augmenté au fil du temps, dans tous les styles de musique qui sont dans le Billboard. Concernant les paroles, une autre étude, faite sur un échantillon beaucoup plus large, de 1959 à 2009, avec 100 titres de chaque décennie présents dans le Billboard Hot 100, montre que les paroles sexualisées, elles, sont plus présentes qu'avant. Ok, ça répond globalement à notre question. Les paroles des morceaux se sont sexualisées au cours de l'existence de la musique commercialisée, et les clips de 1995 à 2016 ont maintenu un niveau d'objectivation sexuelle assez constant, mais ont laissé de plus en plus de place à l'expression sexuelle ambiguë. Maintenant, la suite logique de ce constat, c'est est-ce que ça a des conséquences concrètes ? Et la réponse est oui. Déjà, ça a des conséquences sur les adolescents et les préadolescents. Petite précision, il faut prendre des pincettes avec ce genre de propos, parce que la musique et les clips musicaux ne sont qu'une brique dans la construction sexuelle d'un individu. Ce dont on parle là, c'est de la conséquence que peut avoir cette brique, mais c'est indissociable du mur en entier. Est-ce que vous aimez mes métaphores ? Une étude démontre que plus les adolescents sont exposés à du contenu sexuel dans les médias, plus ils sont susceptibles d'avoir une activité sexuelle. Sur une étude menée sur 701 adolescentes, le risque de grossesse est plus élevé chez les adolescentes exposées à du contenu sexuel. Genre 2 fois plus élevé, donc c'est significatif. Mais au-delà de ça, les adolescents et adolescentes sont plus susceptibles d'intérioriser ce qu'ils voient et d'en faire une norme. C'est l'apprentissage par observation. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il n'y a pas de contre-discours. Quand vous n'avez pas d'éducation sexuelle autre, vous vous reposez sur ce que vous avez en face de vous. Et si ce que vous avez, par exemple, c'est des clips de rappeurs qui sursexualisent les femmes, bah ça va avoir des conséquences sur les hommes et sur les femmes. Et justement, c'est un fait, pas une opinion, les femmes sont très largement les plus sexualisées, au sens d'objectification sexuelle, que les hommes dans les clips. Et ça aussi, ça a un impact sur les adolescents et les adolescentes. Sur les adolescentes d'abord, l'objectivation sexuelle des femmes peut entraîner une faible confiance corporelle et une envie de se sexualiser soi-même, non pas pour soi et pour s'affirmer, mais pour séduire, en pensant inconsciemment ou non que c'est le seul moyen d'avoir de l'attention sexuelle ou de l'attention tout court. Et tout ça, ça peut mener à des troubles assez graves de santé mentale, allant de la dépression aux troubles de l'alimentation. Du côté des adolescents, c'est un peu plus subtil, mais la sursexualisation des femmes, accompagnée du comportement des artistes masculins qui en font un trophée social, ça plante l'idée que les hommes ont toujours envie. Et donc ça brouille la notion de consentement de leur côté. En bref, ça ne bénéficie à personne. Bon, la vidéo pourrait s'arrêter là, mais j'avais quelques remarques empiriques, purement personnelles, que j'avais quand même envie de partager. Jusqu'ici, j'ai évoqué des faits. J'ai essayé de m'appuyer sur des choses tangibles, avec des sources que vous pouvez retrouver en description. Mais là, la très courte partie qui va conclure cette vidéo, c'est beaucoup plus mon avis. Ça ne vaut rien. Mais comme je sais par expérience que certains interprètent mes vidéos et me font dire ce que je n'ai pas dit, je vais quand même conclure de cette manière. Il y a 3 choses. La première, et c'était la question initiale, est-ce qu'il y a trop de sexe dans la musique ? En fait, ça dépend de chacun. Par contre, est-ce que le sexe est nécessaire dans la musique ? Pour moi, oui, clairement, de par toute l'histoire que j'ai détaillée en début de vidéo. La musique fait partie de l'humain autant que le sexe fait partie de l'humain. Et d'un point de vue commercial, aujourd'hui, quand on dit sex sells, donc le sexe vend, bah c'est une réalité chiffrée. Oui,
c'est factuel, le sexe vend. Maintenant, la nuance. 1. Il y a des manières de faire. Et notamment, il y a une différence entre l'érotisme et le vulgaire. Et 2. Il y a aussi un modèle qui fonctionne sans sexe à outrance. Et on va en reparler, mais pour moi, l'arrivée et l'explosion de la K-pop prouvent qu'on peut faire un truc qui marche sans trop de sexe. Alors, c'est pas que les artistes de K-pop ne sont pas sexualisés du tout. Ils le sont juste moins, notamment de par les mœurs de la Corée du Sud. Ça se ressent notamment dans les clips qui contiennent surtout de la danse, plus que des histoires d'amour ou de sexe. L'évocation de la sexualité dans la culture sud-coréenne se fait autrement que dans la culture occidentale, de manière moins directe, plus implicite. Et ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est même un argument avancé par les fans occidentaux de culture sud-coréenne. Il y a trop de scènes de sexe dans la culture occidentale. Et elles sont trop frontales. Ensuite, je trouve dommage, sincèrement, qu'il y ait autant de sexe partout, et pas que dans les clips, et pourtant que le sujet reste 1. Aussi tabou, et 2. Que l'éducation sexuelle reste aussi pauvre. Vous le savez, si vous me suivez et que vous lisez entre les lignes, moi je ne suis pas pour les interdictions. Je pense que les interdictions peuvent être largement contrebalancées par un rapport sain aux choses. Et dans le cas du sexe, c'est clairement ça. C'est étrange qu'un sujet soit si présent et si tabou à la fois, et ça dessert les femmes comme les hommes. Et je pense qu'il y a des moyens d'en parler sainement tout en gardant une certaine pudeur. Enfin, dernière chose, pour moi tout ça, c'est un débat très temporel. Ce sont juste les mœurs qu'on accepte ou pas dans une zone géographique donnée et dans une temporalité donnée. À travers toutes les périodes, on l'a vu, des œuvres musicales ont choqué pour leur caractère sexuel. Et aujourd'hui, certaines d'entre elles ne nous choquent pas du tout. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour remettre un petit peu de contexte autour de ces questions. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été compliquée à écrire. Bref, hâte de vous lire, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.